Hello ho! Et c'est parti pour les reviews ciné de ces derniers mois, de ces longs derniers mois. J'ai beaucoup de retard, ouais, beaucoup de retard. Et on commence par les Gardiens de la Galaxie 3, donc l'opus final des Gardiens de la Galaxie. Mon opus préféré, à vrai dire. En termes de trame scénaristique, c'est bien mené, les émotions sont au rendez-vous, les différents arcs scénaristiques sont bien conclus, certains plus que d'autres certes, mais tout de même, James Wan ne cède pas à la facilité en ce qui concerne certaines décisions eu égard à un couple bien précis de personnages. Le Némésis est clairement le meilleur Némésis de la saga. C'est même un des meilleurs Némésis tout court du MCU. Shukudi Iwuji réalise une prestation vraiment magistrale. Ce méchant-là est sociopathe au possible. Le côté démentiel, le côté complexe, divin est bien mené. Sans pour autant que le personnage en soi soit extrêmement fouillé, mais ça fait quand même plaisir à voir d'avoir des méchants qui sont un brin magnétique avec un minimum d'aura. Évidemment, le personnage de Rocket est mieux maîtrisé, mieux construit. C'est un très bel arc, très sombre ceci dit, mais ça fait plaisir à voir. Ça nous rappelle que le MCU, ce n'est pas que des écritures superficielles qui ne vont que sur la surface. Vraiment très satisfait de cette saga dans l'ensemble. Encore une fois, je pense mon opus préféré des Gardiens de la Galaxie. Hellville Dead Rise. Alors c'est une saga iconique des films d'horreur. Malheureusement, la meilleure chose de ce film à mon sens, c'est le poster. Après le film en soi, c'est vraiment très basique, très classique, on enchaîne les jumpscares, pas forcément concluant. Je me suis vraiment ennuyé, j'ai pas du tout été happé dans l'histoire de ces deux sœurs qui essaient de se réunir malgré la possession spirituelle qui s'impose à travers le livre maudit. Honnêtement, j'ai même pas une séquence qui me vient en tête qui m'a particulièrement marqué, très redondant pour moi, très fade, très mièvre. Fast 10, 10e opus de la saga Fast and Furious. Pas grand chose à dire, c'est le 10e opus de Fast and Furious. C'est un blockbuster pur et dur, des cascades de voitures, des scènes rocambolesques qui n'ont aucun sens, un casting qui en termes de prestations pas la folie non plus, on a des caméos qui peuvent faire plaisir. De toute façon, à partir du moment où vous allez voir Fast 10, c'est que vous avez accepté ce modèle-là, mais juste pour en prendre un minimum plein les yeux avec les cascades de voitures, les chorégraphies plus ou moins soignées au niveau des combats. C'est plutôt le cas, à vrai dire. Et puis, quand même, une chose réussie de ce Fast 10, c'est le méchant, interprété par Jason Momoa, qui, pour le coup, est peut-être le meilleur méchant de la saga. Il ne se prend pas du tout au sérieux, et ça fait plaisir à voir. Il a un côté comique, qui se super calque bizarrement à sa sociopathie naturelle. J'ai plutôt aimé, c'était divertissant, bien sûr. Au-delà de ça, rien du tout. Ça reste un blockbuster sans âme qui revient encore une fois sur le sempiternel thème de la famille. Si vous avez aimé les précédents Fast, vous aimerez celui-là. Voilà. La Petite Sirène, donc l'adaptation live de l'œuvre éponyme, j'ai beaucoup aimé, c'est peut-être même mon adaptation live préférée d'un Disney. Le casting principal est plutôt réussi, notamment Al Bailey dans le rôle de Ariel. Melissa McCarthy aussi dans le rôle de Ursula est vraiment pas mal du tout, assez crédible. En fait, j'ai trouvé que l'adaptation en termes d'écriture était très bien. Vraiment très bien. Les chansons sont remaniées à la perfection et encore une fois la voix de Hailey, ça fait toute la différence. Elle a une voix incroyable. En termes de tessiture, c'est Ariel au calme. J'ai vraiment été happé par l'histoire, happé par l'univers. J'ai beaucoup aimé les musiques, c'était très entraînant. J'ai bien aimé les remaniements scénaristiques qui, à mon sens, sont plus justes, sont davantage honneur au personnage de Ariel notamment. Très bon, très drôle, très divertissant. Certaines profondeurs scénaristiques sur des thématiques importantes telles que l'amour, mais aussi l'indépendance du cadre familial. Bravo. Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est à la hauteur du premier opus. Très bon, très bien réalisé. Histoire impeccable, casting impeccable. On en prend plein les yeux. On est happé dès le départ dans les pérégrinations de Miles Morales et les turpitudes qui l'assaillent de bout en bout. J'ai vraiment rien à redire, c'est juste impeccable. Il me tarde de voir le troisième opus. Et puis encore une fois quand même la technique, l'espèce de stop motion, assez saccadé mais fluide en même temps. Ça donne lieu vraiment à des séquences incroyables, très comics dans l'esprit. Le seul problème à la limite, c'est peut-être le cliffhanger de fin qui donne juste envie de voir la suite. En fait, on n'a pas l'impression que ça soit une fin en soi. On a plutôt l'impression que c'est vraiment une première partie, il faut la deuxième partie très vite. The Flash, c'était juste nul. Histoire nulle, effets spéciaux désastreux. Le rôle principal nul.
Ah, j'ai rien à dire sur ce film, si ce n'est qu'il m'a fait souffler du début à la fin. Il n'y a pas d'inspiration, c'était gênant à voir. C'est dommage parce que, bon, on avait quand même Michael Keaton qui reprend son rôle de Batman, mais même ça, c'est un peu tourné au ridicule. Il y avait un certain potentiel en termes de narration, mais c'est juste raté. C'est juste raté, l'exécution est ratée. Certains personnages, comme Supergirl, auraient pu éventuellement être mieux amenés, mais c'est pas forcément le cas. Il va falloir reboot. Élémentaire de Disney, un film d'animation donc en 3D, très sympathique, très touchant sur l'amour qui peut exister entre deux personnes issues de milieux culturels très différents. Ça aborde notamment la nécessité de s'affranchir du carcan familial et culturel pour s'aventurer sur sa propre destinée, sur ses propres rêves, sur ses propres ambitions. C'était vraiment émouvant à plusieurs égards. C'est dommage que le film n'ait pas vraiment marché, et après on va reprocher à Disney de ne pas faire suffisamment de films originaux, mais quand ils les font, c'est souvent le succès n'est pas au rendez-vous. Du coup, bon, ils font des suites et ça marche mieux. Je recommande vraiment Élémentaire, n'hésitez pas à aller le voir sur Disney+, par exemple. C'est très très beau, c'est touchant, ça se laisse voir très facilement. Vous pourriez peut-être en retirer certaines leçons de vie très importantes pour le futur. Indiana Jones est le cadran de la destinée. Ah, j'ai pas vraiment accroché, voire pas du tout accroché. C'était plus ou moins divertissant, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une âme particulière, j'ai pas compris la nécessité de cette suite. La séquence de début avec Indiana Jones, Harrison Ford rajeuni est très ratée dans le domaine de l'Uncanny Valley. Indiana Jones, ça a toujours été un savant mélange entre une aventure assez rocambolesque, assez spectaculaire, et avec une touche de science-fiction, mais une touche suffisamment légère pour que ça nous sorte pas du film. Malheureusement pour Indiana Jones 4, c'était pas vraiment ça. Et là, c'est aussi le cas, la touche de science-fiction, la touche de fantastique. Honnêtement, j'ai pas grand-chose de positif à dire sur ce film. Peut-être l'alchimie entre la filleule de Indiana Jones et le principal intéressé. Mais à part ça, j'ai du mal à comprendre. Peut-être que les fans de la saga ont davantage apprécié. J'ai un peu soufflé et deux dîners de la tête. C'était pas génial. Insidious 5. Insidious, j'ai un peu l'impression qu'ils auraient dû peut-être s'arrêter à partir du 3e opus, éventuellement. Il y a quand même une belle alchimie entre le père et le fils qui continue d'être hanté par démons de cette dimension sinistre. Mais au-delà de ça, c'est très classique déjà. Les jumpscares sont assez faciles à prédire. Pas vraiment foufou, pas vraiment original. Je dirais pas que je me suis ennuyé, c'était pas à ce point-là non plus. Il y a certaines scènes qui peuvent éventuellement être touchantes, mais clairement, j'ai pas compris. Ça se voit que c'est un 5e opus, juste histoire de tirer un maximum d'argent de cette franchise. A priori, ça sera le dernier, donc ouais, il était temps. Mission Impossible Dead Reckoning, Part 1. C'est un Mission Impossible assez spectaculaire. Il y a 2 scènes très solides en termes de grand spectacle. Tom Cruise est toujours aussi impressionnant en termes de cascade. L'histoire, par contre, elle est totalement nulle. Ils ont essayé d'introduire l'intelligence artificielle notamment, ce qui aurait pu être intéressant en soi, l'intelligence artificielle, le danger qu'elle pourrait représenter à partir du moment où elle serait capable de planifier et raisonner comme un être humain. Mais c'est... non. On dirait que ça fait trop boomer, ça fait trop grand-père de Facebook. Et certains choix scénaristiques sont pas foufous. J'ai pas trop compris parfois pourquoi ils choisissent d'aller dans cette direction-là. Ça reste un Mission Impossible, nonobstant. Si vous aimez les Missions Impossibles, vous aimerez celui-ci, mais clairement pas mon préféré. Barbie, agréablement surpris par Barbie, un cynisme probant qui, même si on sent que Mattel, donc l'entreprise à l'origine de Barbie, est consciente du fait que la plupart des cadres dirigeants sont incarnés par des hommes motivés par le gain financier, mais bon, ça n'a pas forcément changé après le film Barbie. Donc, ils font une sorte d'autocritique, mais pas forcément pour s'améliorer, c'est juste histoire de. Pour le coup, c'est cynique de bout en bout. Margot Robbie, impeccable. Certains dialogues sont très forts, notamment sur cette inégalité constante qui existe entre les droits des hommes et les droits des femmes, la représentation des femmes dans les différents secteurs de métier contre l'omniprésence des hommes et le fait qu'ils soient quasiment tout le temps dans les plus hautes sphères dirigeantes. Pour le coup, en termes de dimension féministe, je trouvais que c'était plutôt bien traité. Dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. C'est très drôle et c'est profond en même temps. Bravo Barbie. J'ai passé un très bon moment. Oppenheimer qui mérite son Oscar du meilleur film. Je dirais pas que c'est mon meilleur film de l'année en ce qui me concerne, mais je comprends parfaitement pourquoi il a eu cet Oscar. En termes de photographie, déjà c'est impeccable. Christopher Nolan, comme d'habitude, répond aux attentes. En termes de rythme, j'ai trouvé aussi que c'était plutôt bien tourné, bien mené. J'ai jamais été incroyablement fan de Christopher Nolan. Il y a certains films où vraiment je passais à côté de l'histoire, où j'étais pas vraiment happé. Oppenheimer, ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un parfait équilibre entre les personnages, l'histoire de cet homme qui
créé donc, la première bombe atomique, l'inquiétude, le danger que ça a posé et que ça posera sur l'avenir de l'humanité. Impeccable, la performance de Cillian Murphy est à noter, il mérite son Oscar du meilleur acteur. De même pour Robert Jr., qui mérite son Oscar du meilleur second rôle dans un film dramatique. C'était fort, c'était puissant. Là, clairement, on sent qu'on est en train d'assister à du cinéma avec un grand C. Slam Dunk, film d'animation sur l'œuvre éponyme qui traite de basket. Basket dans le milieu du lycée, si je ne dis pas de bêtises. C'était fou, je ne m'attendais pas à ça, surtout que j'étais assez échaudé par l'aspect 3D de l'animation. Là pour le coup, ça se voit mais c'est pas finalement dérangeant parce que tout le reste est très réussi. Même en soi, l'animation 3D, je trouve qu'elle est bien intégrée à la 2D. C'est fluide, c'est soigné, très très poignant en termes de background scénaristique. J'ai été pris aux larmes à de nombreuses reprises, c'était très puissant émotionnellement, je ne m'attendais pas forcément à ça au niveau de l'origin story de certains protagonistes. La musique, les cliffhangers, le déroulement de l'histoire, c'était juste fou. Je comprends mieux pourquoi Slam Dunk est aussi vénéré en tant que manga sportif. Takeshi Inoue, qui est notamment à l'origine de Vagabond, a écrit Slam Dunk et ça se voit. Il a une écriture qui est très soignée, très profonde, très attentive aux détails et cette adaptation a été réalisée de main de maître. Vraiment magistrale, je ne peux que vous le recommander. Même si vous n'avez pas vu Slam Dunk, c'est pas grave, c'est mon cas, je ne connais rien à Slam Dunk, mais ils font en sorte de faire des récapitulés très concis et très pertinents. Foncez. Tortue Ninja Teenage Years. C'était sympa, je pense que les fans des Tortues Ninja ont beaucoup aimé. C'est pas non plus le film star de la saga Tortue Ninja, mais ça se voit que ça a été réalisé avec le cœur. J'ai trouvé quand même que ça reste très familial. En tant qu'adulte, c'était un peu compliqué de s'attacher plus que ça aux personnages, mais, il y a la passion, on passe un bon moment, c'est plutôt drôle, c'est plutôt fidèle à ce que peut représenter l'adolescence de manière générale. Voilà, très sympathique. Equalizer 3, c'était bien, c'était très très bien. Je dirais que c'est peut-être mon Equalizer préféré. Denzel Washington en Robert McCall est toujours aussi impeccable, toujours aussi eu égard aux termines qui peuplent la planète. L'histoire ne casse pas trop pattes à canard, mais en termes d'aura, clairement le personnage de Robert McCall est très réussi. C'est pour cela de toute manière qu'on va voir Equalizer. Ça reste un personnage assez phare des sagas de films d'action. Ce troisième opus qui pourrait conclure la saga est très bien. Anatomie d'une chute, alors je ne vais pas voir beaucoup de films français, mais celui-ci, donc il me semble qu'il a eu la Palme d'Or du Festival de Cannes. Ce film-là avait beaucoup fait parler de lui. Ça parle d'une mère et d'un fils. La mère est accusée du meurtre de son mari, qui est retrouvé mort dans le domaine familial. Et du coup, on se plonge dans le passé de cette famille pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. C'est effectivement bien manié, c'est très réussi en termes d'écriture des principaux protagonistes, que ce soit l'enfant, la mère, et la relation assez complexe, assez torturée parfois qu'elle avait avec son mari. De bout en bout, on a du mal à saisir la vérité. Est-ce que c'était un accident? Est-ce qu'elle l'a vraiment tué? Si vous cherchez un film français dramatique, vous pouvez sans problème vous pencher sur Anatomie d'une chute. Le château solitaire derrière le miroir, un film d'animation vraiment fou, une sacrée surprise. À la base, je n'étais même pas censé le voir et finalement, les hasards du destin ont fait que je lui ai donné sa chance et fichtre, je ne m'attendais certainement pas à pleurer à chaudes larmes à la fin du film. Ça traite notamment d'un monde fantaisiste, un monde parallèle à travers un miroir magique au sein duquel se trouvent plusieurs adolescents assez marqués par la vie, parfois de manière permanente. Ça aborde entre autres le thème du harcèlement scolaire avec une sensibilité rare et bien maniée qui m'a vraiment touché. C'est un film plein de surprises, assez sombre ceci dit, en termes de puissance émotionnelle. Si vous êtes sensible de base, je ne le recommanderais pas forcément, mais autrement, foncez, c'est un petit cadeau du ciel, ce château solitaire derrière le miroir. Une de mes meilleures surprises de ces dernières années. Un métier sérieux, donc un film français qui traite du métier de professeur des collèges en France et de tous les périls, de toutes les difficultés inhérentes à la profession qui ne s'arrangent malheureusement pas au fil des années, bien au contraire. C'était plutôt bien abordé, ça se concentre surtout sur le quotidien de ces professeurs. Il n'y a pas forcément de critique en filigrane profonde du secteur de l'éducation, mais juste un constat assez dur, assez triste, en soi assez cynique parfois, de ces professeurs qui sont souvent livrés à eux-mêmes,
face à des élèves qui peuvent être difficiles et qui tentent de faire du mieux qu'ils peuvent pour en sauver un maximum possible, sachant que malheureusement tous ne peuvent pas l'être. Donc je recommande. The Creator, un film de science-fiction qui traite notamment de l'intelligence artificielle, un scénario fictif où l'IA aurait un potentiel assez terrifiant en termes d'armes de guerre. J'ai plutôt aimé, c'était assez original en termes de scénario. Le rythme est assez dynamique, le casting est relativement solide, il y a de bonnes idées, et encore une fois le concept original fait plaisir à voir, surtout qu'on vit une époque où l'IA est en train d'évoluer d'une manière assez exponentielle. Donc je recommande, si vous êtes fan de science-fiction, c'est un film qui pourrait vous occasionner une bonne surprise, voire une très bonne surprise. Expendables 4, c'était probablement l'opus de trop. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ce film. Sans aller dans le spoil, il y a un choix scénaristique qui est fait très vite, qu'on ne comprend pas, en fait, qui est assez incompréhensible. Et du coup, pourquoi avoir fait ce film si ça n'a aucun sens? Et au-delà de ça, même les séquences d'action, l'écriture est nulle, l'histoire est vraiment... Même ce qui aurait dû être le point fort du film, à savoir les séquences d'action, les combats, les cascades, même ça va pas trop, il y a beaucoup de coupures. Pourquoi faire Killer of the Flower Moon, dernier Scorsese. J'ai beaucoup aimé, alors c'est très long, c'est très dense, il faut vraiment s'accrocher pour comprendre l'histoire. Ça parle notamment du peuple amérindien des Sausages, un peuple qui a vraiment existé et qui est tombé sur une source de pétrole assez importante, qui a fait de lui un des peuples les plus convoités par les appétits voraces de certains Américains. La cupidité de l'homme, sa cruauté sans limite, pour peu qu'il parvienne à s'emparer d'une source de rendement inépuisable, ou presque, quitte à souiller l'héritage culturel d'un peuple tout entier. Sans surprise, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro sont impeccables, mais la grande star en termes de casting, c'est Lily Gladstone, sans aucun doute. Très touchante, très juste, très puissante en termes d'aura et en termes de discours, de dialogue. J'ai été touché par ce film, même si je comprends parfaitement les critiques qui ont pu lui être faites sur sa longueur. Ça prend son temps et ça ne cherche pas forcément à ponctuer le récit par des pérégrinations dynamiques qui pourraient sortir le spectateur de sa torpeur. C'est plutôt une plongée intimiste dans cette Amérique au passé très semblable. Si vous aimez les Scorsese français, Le Garçon et le Héron, donc le dernier Ghibli et le dernier film de Miyazaki, j'ai bien aimé, même si on a du mal à comprendre parfois où se dirige le scénario, c'est très profond. Il y a beaucoup de couches sur lesquelles il faut creuser, différentes dimensions, différents niveaux de lecture. C'est un film qui se voit avec une certaine réflexion en amont, voire une certaine recherche en amont. Il faut limite voir une analyse à la fin du film pour comprendre où pourrait en venir Miyazaki. Il n'empêche que c'est poignant, c'est très bien réalisé. Je pense qu'il mérite son Oscar meilleur film d'animation. Même si on n'a pas saisi toutes les subtilités thématiques, on sent une âme très puissante derrière. Et pour cause, Miyazaki est un des pionniers phares de l'animation japonaise. À voir et à revoir. The Marvels, un film sympathique mais oubliable. J'ai bien aimé l'alchimie entre les trois principales actrices, mais malheureusement, à part ça, c'est pas fou. Il y a certaines chorégraphies qui sont plutôt réussies. En termes de rythme, ça se laisse voir, c'est assez fluide. Par contre, alors la méchante, bon, comme souvent dans les films Marvel, est très plate, très unidimensionnelle. Je sais pas pourquoi ils font des méchants aussi nuls. C'est quand même une partie importante de l'histoire, de manière générale. Du coup, on se rapproche quand même pas mal du aussitôt vu, aussitôt oublié, même si clairement j'ai passé un bon moment, malheureusement, et en plus, au vu de la situation périlleuse du Marvel post-Endgame, il aurait vraiment fallu que les scénaristes prennent à cœur leur tâche et que les producteurs les laissent aller au bout de leurs idées. Là, c'est vraiment un film classique du MCU qui aurait pu passer peut-être il y a 10 ans et qui là, et c'est plus trop le cas, il va vraiment falloir soigner davantage les histoires parce que sinon, le public se lassera très vite. Enfin, il s'est déjà lassé, à vrai dire. Five Nights at Freddy's. Très sympa, bonne adaptation du jeu vidéo original, même si je n'y ai pas vraiment joué, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont respecté le support principal. Belle histoire, des émotions, en termes de jumpscare c'était assez prévisible. C'est pas vraiment un film d'horreur en vrai, je dirais plutôt que c'est un film sur un personnage qui tente de réparer une tragédie passée. Je recommande. Napoléon, avec Ridley Scott, c'est soit ça passe, soit ça casse. Je me suis ennuyé de bout en bout, c'est lent, c'est malheureusement mal interprété, malgré un casting prestigieux, on parle quand même de Joaquin Phoenix, c'est juste raté. Il n'y a pas de lien, il y a une belle photographie, c'est quand même Ridley Scott bien sûr, mais au-delà de ça, l'adaptation du personnage de Napoléon est pas faux folle, il n'y a pas d'âme particulière, c'est tout simplement un gros raté, et qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est lent. Au niveau des libertés scénaristiques aussi, on peut se poser certaines questions en termes de fidélité par rapport à l'histoire.
C'était pas fou du tout. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ça se penche notamment sur le passé de Coriolanus, si je ne dis pas de bêtises, c'est le némésis principal de la saga Hunger Games. Donc là on se penche sur sa jeunesse mouvementée, et c'était plutôt sympa, loin d'être incroyable, mais ça se laisse voir à mon sens. Rachel Zegler est une bonne addition en termes de casting, on en apprend davantage sur le lore de Hunger Games, on en apprend davantage sur le lore de Hunger Games. L'alchimie entre les deux protagonistes principaux est plutôt au rendez-vous. Je ne suis pas un fan de la saga, mais j'aurais plutôt tendance à le recommander. Wish, Achat et la bonne étoile, l'un des derniers films d'animation originaux de Disney. Malheureusement, c'était pas si réussi que ça, d'autant plus que je suis allé le voir en VF. La VF est catastrophique, surtout Gérard Darmon, qui est... il est... C'était nul. Limite, il a gâché toute ma séance, tellement c'était... il a fait zéro effort. Au-delà de ça, j'aurais quand même tendance à dire que ça reste un bon Disney. C'est assez touchant, ça parle notamment de la nécessité de s'affranchir du destin, d'oser faire son propre destin, d'avoir le courage de s'emparer de son propre futur, sans s'appuyer démesurément sur des traditions, sur une culture particulière ou sur un héritage familial qui pourrait davantage entraver l'avenir de la nouvelle génération plus qu'autre chose. Il y a de bonnes idées derrière ce film, mais hélas en termes d'exécution, il n'y a pas assez de liens peut-être. J'ai quand même passé un bon moment. Faudrait que je le revoie en VO. Aquaman and the Lost Kingdom. Pourtant, je suis bon public, j'avais vu le premier opus de James Wan, qui s'occupe également de ce deuxième film, et j'avais plutôt aimé, j'avais trouvé que le premier opus, en termes de mise en scène, c'était assez original, c'était assez dynamique, on avait des plans séquences assez longs, qui faisaient plaisir à voir, qui détonnaient un peu dans le carcan, le moule classique de l'action comics, mais là en fait on n'a même pas ça, on n'a même pas une mise en scène originale, c'est très plat, les personnages, bon bah, dans le premier c'était pas fou, là pareil, dans le premier opus on comprenait pas vraiment sa motivation, c'était assez ridicule. Dans le deuxième opus, toujours aussi ridicule. Je dirais que c'est un énième raté des films DC Universe. Dommage, est-ce qu'on est surpris au fond? Non. Valiant Night, un film d'action centré autour de Papa Noël. C'était assez drôle, assez trash aussi, c'est assez violent, à dessein bien sûr, et du coup en termes de divertissement pur, je dirais que ça remplit sa mission. Ça se laisse voir assez facilement, c'est drôle. Il ne faut pas en attendre grand chose au-delà de ça, mais voilà, concept plutôt original et assez rigolo. Regardez-le si vous avez rien de mieux à faire. Godzilla Minus One, très très bon. Peut-être mon Godzilla préféré. C'est un Godzilla qui est très intime, à vrai dire, sur l'histoire du peuple japonais, notamment au niveau de la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme qui a eu lieu à partir des bombardements de Hiroshima et Nagasaki. En termes de photographie, en termes d'effets spéciaux, c'est incroyable. L'Oscar des meilleurs effets spéciaux 2024 est largement mérité. Le colosse qu'est Godzilla est mis en scène de manière assez incroyable. On sent bien le gigantisme de la créature et son caractère impitoyable. Mais au-delà de ça, au-delà de la créature Godzilla, c'est vraiment un récit très touchant sur une poignée de personnages qui tant bien que mal essayent de s'affranchir d'une certaine culpabilité, d'une certaine charge culturelle qu'a imposé le Japon sur ses ressortissants, notamment eu égard à la notion de sacrifice. Très 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 bon, je vous le recommande à 1000%. Que vous aimiez ou pas Godzilla, ça n'a pas de problème, parce que, encore une fois, le récit est impeccable. Pauvre créature, ou le récit d'une jeune âme torturée et innocente qui va se confronter au monde impitoyable, carnassier de l'être humain. C'est sympathique, dérangeant à moultes égards. Emma Stone est incroyable dans ce rôle principal. Beau décor, belle mise en scène, casting solide, grotesque mais juste. Tout particulièrement en ce qui concerne la cruauté des humains de manière générale, leur égoïsme pathétique notamment. Allez le voir, vous devrez en ressortir assez chamboulé. Argile, un film d'espionnage manié par le réalisateur derrière la saga Kingsman, très très bon, derrière également Kick-Ass. Du coup je m'attendais quand même à une pellicule de facture plutôt bonne, voire très bonne en termes de film d'action. C'est pas le cas. Déjà, il y a un cliffhanger qui intervient en début d'histoire qui est, à mon sens, catastrophique, vraiment, limite mensonger par rapport aux affiches, etc. Au-delà de ça, en fait, l'action n'est pas vraiment inspirée, la mise en scène, idem. On s'ennuie, j'ai souvent baillé aux corneilles. C'est juste un grand raté et c'est dommage, il y avait quand même matière à faire beaucoup mieux, surtout que le casting de base est assez prestigieux. Donc voilà, j'ai pas trop compris, c'est dommageable. Vous auriez pu faire mieux. Madame Web, le fameux Madame Web. Je vais pas vous mentir, honnêtement, j'ai trouvé que les 3 premiers quarts
c'était pas si catastrophique que ça. Il y a même des moments qui sont assez drôles. Après, le gros problème, et cela dès le début, c'est déjà un méchant catastrophique, hein, comme d'habitude, souvent film inspiré de comics. Nul de chez nul, zéro crédibilité. Et au-delà de ça, il y a une esthétique de base qui est vraiment très amateur, assez ridicule. Je sais pas qui ils ont embauché pour le visuel, l'esthétique générale, mais c'est malheureusement raté. Et surtout, ce qui fait de ce film un grand nanar, c'est son quatrième quart. Honnêtement, les 3 premiers quarts, j'étais plutôt du côté du film. Je me disais, bon, ça se laisse voir, ça sera du aussitôt vu, aussitôt oublié. Mais le dernier quart est nanardesque au possible, et du coup, ça fiche tout en l'air. Navrant, je comprends pas. Dune Part 2, j'avais apprécié le premier film, mais je m'étais énormément ennuyé durant la séance. Le rythme était très lent, et en termes d'action pure, c'était rare, et j'avais pas trouvé que l'action était bien tournée. Je trouvais que les chorégraphies souffraient de beaucoup de coupures notamment, et du coup, oui, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'univers, malgré des qualités objectives écrasantes en termes de photographie, notamment en termes d'esthétique, les décors, les costumes. Dune 2, c'est toujours aussi impressionnant d'un point de vue visuel, mais là, cette fois-ci, il y a plus d'action, et en plus de ça, l'action est réussie. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le film au point de le voir une deuxième fois. Je suis enfin entré dans cette saga dense, au lore prenant, eu égard à la cupidité de l'homme pour s'emparer de ressources naturelles inestimables au peuple d'origine. La dimension christique du personnage principal aurait pu être mal amenée, mais j'ai pas vraiment trouvé que c'était le cas. Il y a une certaine critique également des religions, et le fanatisme inhérent qu'elle peut avoir sur les masses. Il me tarde de voir la suite. Kung Fu Panda 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être le 3e opus qui est le moins marquant, le moins prenant. Autrement, que ce soit le 1, le 2 ou le 4, c'est très drôle, mais aussi très touchant. Ça apporte une certaine philosophie du lâcher-prise, courage d'embrasser sa destinée, mais également de croire en sa destinée. Le 4e opus est un peu déconcertant si on s'attend à retrouver la plupart des personnages des 3 premiers films. C'est pas vraiment le cas. Il y a un focus surtout sur un personnage original particulier. De même, en termes de méchants, je m'attendais à voir un certain méchant venir au premier plan. C'est pas vraiment le cas. Mais, nonobstant, drôle, bien réalisé, très bon casting, Jack Black impeccable. Ocarina en Zen se révèle être une très bonne addition. Vous pouvez foncer sans problème, même si ça reste très classique, assez familial, certes. Ghostbusters, Afterlife et The Frozen Empire. Il s'agit d'un semi-reboot, dans la mesure où ça prend place des années après le premier film Ghostbusters. C'était sympa, assez divertissant, je pense que les fans ont beaucoup apprécié le premier opus, pas forcément le 2e opus qui est assez facile pour le coup, qui se repose un peu sur ses acquis, alors que Afterlife, on sentait plus une envie de faire ses preuves de la part du réalisateur. Pour The Frozen Empire, on sent que c'est une suite relativement classique, mais qui à mon sens fait quand même effet. Le rythme est fluide, on a certaines séquences sympathiques, et après tout, c'est ce qu'on demande à une saga comme Ghostbusters. Et petit bonus pour les références réussies et caméos des films originaux. Civil War, c'était dense, une tension continue, ça prend place dans un scénario fictif où on se retrouverait dans une Amérique séparée en 2 clans, mais sans aller forcément derrière la raison de cette scission, mais surtout sur les conséquences que cela pourrait avoir sur la population, et notamment les photographes professionnels, les photographes de terrain. On est sur un aspect documentaire assez graphique qui prend aux tripes des scènes marquantes. Je vous le recommande pour peu que vous ne soyez pas sensible à l'actualité récente des États-Unis. Ça pourrait être considéré comme une mise en garde. Spy Family White Cord. Alors malheureusement, j'ai pas vraiment accroché. J'ai trouvé que c'était une sorte de film bateau. Le genre de film qu'on va faire si l'adaptation anime d'un manga s'avère très populaire, ce qui est le cas de Spy Family. Mais du coup, White Cord, ouais, ça aurait pu être sympa éventuellement en OAV ou même en épisode de la saison 2. Mais en tant que film, j'ai pas vraiment trouvé d'intérêt. C'est clairement oubliable. Il n'y a pas vraiment de moment clé particulier. Bon, Fall Guy, bel hommage aux cascadeurs et cascadeuses de Hollywood. C'est assez drôle, Ryan Gosling fait le taf, rythme plutôt fluide, film d'action certes basique mais plutôt réussi en termes de cascade notamment. Encore heureux, vous me direz, à voir pour peu que vous recherchez du divertissement pur et dur. Il ne faudra pas aller au-delà parce qu'il n'y a pas grand-chose au-delà. La planète des singes, le nouveau royaume. Décidément, cette franchise, je trouve que c'est l'une des franchises les plus sous-estimées du cinéma moderne. Que ça soit les 3 premiers opus ou celui-ci qui se passe plusieurs années après la fin de la saga César, on retrouve à nouveau une âme, on retrouve à nouveau une volonté de bien faire, d'aborder toutes sortes de thématiques liées à cette nouvelle espèce dominante que sont les singes humanoïdes, et en quoi ils pourraient ou non se rapprocher de l'être humain, pour le meilleur et pour le pire, notamment
noter que le réalisateur du Nouveau Royaume va également s'occuper de l'adaptation live de The Legend of Zelda. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en termes de script, en termes de visuel, en termes de dialogue, c'est solide, très solide. On aurait pu craindre que l'après-César soit fade, mais c'est pas du tout le cas. Au contraire, son héritage est là, y compris dans les vices de détournement, de malversation, sa philosophie principale, qui est quand même, je rappelle, un idéal de paix entre l'homme et le singe. Très pertinent, regarde notre histoire. Foncez, vous ne devriez pas le regretter. Furiosa, donc le spin-off de la saga Mad Max. Alors c'était sympa, mais je n'ai pas été particulièrement marqué. Pourtant, au niveau des cascades, au niveau des séquences d'action, c'est bien filmé, voire très bien filmé. On a certains passages qui sont marquants, qui sont longs et qui sont bien mis en scène du début à la fin. Malheureusement, en termes de casting, à part éventuellement Anya Taylor-Joy, j'ai pas été happé. Chris Hemsworth, j'ai trouvé que c'était un peu trop décalé, un peu trop comique, mais pas forcément sérieux au niveau du personnage qu'il incarne. Et puis surtout en matière de rythme et en matière d'icône, j'ai trouvé que c'était quand même très très loin de Mad Max avec Charlize Theron et Tom Hardy. On n'est pas vraiment sur la même qualité, ça se voit, même si, encore une fois, c'est réussi, c'est divertissant, mais je m'attendais vraiment à mieux. Comme un lundi, film japonais sur l'univers du travail, très sympa, très cynique, très drôle, un concept original qui pourrait éventuellement déprimer celles et ceux qui ne supportent pas leur métier actuel. Ils sont assez nombreux, de ce que je peux comprendre, mais vraiment très bonne surprise et une belle réflexion sur la nécessité de s'affranchir de la valeur travail, notamment au Japon où elle est très prépondérante, pour tenter de s'arrimer ne serait-ce qu'un peu plus à ses anciennes passions, à ses anciens rêves. IQ, la guerre des poubelles, c'était très sympa, peut-être trop rapide. En fait, le gros problème de ce film-là et celui qui va arriver, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été adapté en saison 5 et en saison 6. Parce que clairement, en fait, il aurait fallu des saisons, il aurait fallu des épisodes à la suite, plutôt qu'un film qui condense trop ces événements-là, au risque de parfois passer à côté d'une certaine sensibilité, d'un certain impact émotionnel qu'on aurait pu ressentir si c'était davantage distillé. Mais c'est pas raté pour autant, j'ai passé un bon moment, j'ai été touché par certains passages, la bande originale est toujours aussi impeccable, de même pour le travail des seiyuu, les doubleurs. Beau duel fratricide entre les équipes de Nekoma et Karazono. Allez le voir, quoi qu'il en soit, vous devriez passer un bon moment. Vice Versa 2, très bon. J'avais beaucoup aimé le premier, même si je m'en souvenais pas forcément. Du coup, je l'ai revisionné avant d'aller voir Vice Versa 2. Cette fois-ci, ça traite des émotions au niveau de l'adolescence, l'envie, la timidité, l'ennui, l'anxiété. Et c'est bien abordé, c'est bien traité, c'est à la fois touchant et drôle. On évite de s'aventurer vers les crushs de l'adolescence qui auraient pu être peut-être un peu trop redondant. Ici, ce qui compte, c'est vraiment l'après-enfance. Comment on apprend à se redécouvrir face à une nouvelle période de notre vie très charnière. Un Pixar impeccable et inspiré. C'est magique et ça touche aussi bien les enfants que les adultes. C'est ça qu'on veut. Sans un bruit, jour 1, j'ai aimé. Je pense que c'est mon deuxième opus préféré après le premier Sans un bruit. Si je devais faire un ordre de préférence, je dirais Sans un bruit 1, Sans un bruit jour 1, donc qui se passe avant le premier opus, et ensuite Sans un bruit 2. Lupita Nyong'o est impeccable, vraiment un personnage bien construit, très touchant, de belles idées de mise en scène, rien d'exceptionnel ceci dit, mais tout de même on entre dans l'histoire, on entre dans le récit, on est souvent sous tension, eu égard à ces créatures réceptives au moindre bruit. Foncez, vous devriez passer un bon moment. Blue Lock Nagi, c'était plutôt bon, je m'attendais pas forcément à passer un bon moment, surtout que c'est un personnage qui m'a pas marqué plus que ça. Je sais que c'est un personnage important, mais c'est pas non plus un de mes personnages préférés de Blue Lock. Ici on apprend à le découvrir ou à le redécouvrir face aux événements de la saison 1 à partir de son point de vue à lui. Après, le seul problème, c'est surtout qu'on a l'impression de voir un OAV plutôt qu'un film d'animation. Si ça avait été un OAV, ça aurait été limite mieux. C'est surtout un focus réussi sur un personnage particulier. Si vous aimez Blue Lock, pourquoi pas. Moi, Moche et Méchant 4, c'était sympa, divertissant, ça se laisse voir facilement. Après, c'est familial. Autant on va avoir par exemple les Pixar qui s'adressent aux enfants et aux adultes, autant là, bon, ça s'adresse surtout aux enfants. Du coup, c'est drôle, on rigole, mais il n'y a pas grand chose derrière. C'est comme les 3 premiers opus de Moi Moche et Méchant, ceci dit. Pour peu que vous attendiez à un film familial, traditionnel, drôle, facile à voir, vous passerez un bon moment. Deadpool et Wolverine, c'était très sympa, beaucoup de caméos réussis, un humour qui fait mouche très souvent, très belle alchimie entre Deadpool et Wolverine. On va
avoir Deadpool qui va plus s'occuper de la dimension comique et Wolverine qui aura plus un aspect dramatique, tragique, sans aller dans un pathos incroyable, mais tout de même ça fait plaisir à voir. C'est pas forcément hyper inspiré en termes de décor notamment, idem pour les chorégraphies qui sont sympas mais pas rocambolesques non plus. Par contre en termes de séquences cultes, là on a de quoi faire et c'est pour ça que ce film a énormément plu et les caméos sont à la fois nombreux, marquants et réussis. C'est probablement mon Deadpool préféré. Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont réalisé une performance impeccable et on apprécie toujours autant l'aspect d'autodérision de Deadpool eu égard au film Marvel, notamment la phase post-endgame. C'est à la fois drôle, sans pitié et touchant. Curieux, non? Trap, le nouveau Night Shyamalan. Alors comment vous dire, c'est un thriller avec George Hartnett dans le rôle principal. Si vous le prenez au deuxième degré, ça peut éventuellement faire l'affaire. Si vous le prenez en revanche au premier degré, ça va être très compliqué de faire fi des grossièretés scénaristiques qui auront lieu au fur et à mesure de l'intrigue. Pour vous dire, j'ai parfois eu l'impression d'assister à une sorte de Tex Avery Looney Tunes. Très bizarre. Je sais pas vraiment quelle était leur mission de base de Night Shyamalan, mais c'est curieux. J'étais assez décontenancé. Mais encore une fois, si vous le prenez au second degré, ça peut éventuellement faire sourire. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas prévenu. On a l'impression que c'est une sorte d'autodérision de la patte Shyamalan par Shyamalan. Ok. Le Comte de Monte Cristo. Alors, c'est un film que je voulais pas vraiment voir au départ. Je suis pas fan vraiment des films français. Ils m'ennuient, ils me font souvent bailler aux corneilles. Mais ce film-là, pour le coup, j'ai cédé à la pression sociale. Et je n'ai pas regretté. C'est vrai que c'est un film français qui fait plaisir à voir dans la mesure où il est à la hauteur de ses ambitions, que ce soit en termes de décor, en termes de casting, en termes d'adaptation de l'œuvre originale d'Alexandre Dumas. Tout est soigné. Il y a quand même de belles longueurs, mais ce n'est pas si grave. L'aspect romantique m'a un peu gêné. C'était un peu too much parfois, mais c'est pas surprenant vu que ça adapte une œuvre de romance qui date de 1800, si je dis pas de bêtises. Pierre Niney est toujours aussi impeccable. C'est vraiment une bonne surprise. Si les autres blockbusters français pouvaient être aussi soignés que le Comte de Monte Cristo, je verrais davantage de blockbusters français. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Alien Romulus, j'ai aimé. C'est peut-être un alien qui entre dans mon top 3 de la saga, sachant que de manière générale, les films aliens sont pas incroyables, sont pas renversants, c'est souvent la même recette qui est appliquée. Parfois, ils essaient de s'en détourner avec plus ou moins de succès. Prometheus notamment avait tenté des concepts originaux qui, pour ma part, m'ont plutôt plu, mis à part quelques passages qui étaient assez ridicules ou très incohérents. Alien Covenant par contre était catastrophique. Non seulement on comprend rien, mais en plus, il y a un choix scénaristique qui est fait en début de film inacceptable. Là, pour Alien Romulus, on a l'impression de voir la saga franchir un nouveau seuil en termes générationnels notamment. Il y a beaucoup de jeunes figures qui sont au-devant de ce film. En revanche, en termes d'écriture et en termes d'ambiance, on se rapproche beaucoup de Alien premier du nom. Ne vous attendez donc pas à un concept forcément novateur. On est plutôt dans le film d'horreur basique mais efficace, qu'il s'agisse de la tension liée à la férocité carnassière de la créature extraterrestre, mais aussi du caractère réussi et original des différentes mises en situation de l'équipage avec les créatures cauchemardesques. À la limite, la fin pourrait surprendre en termes d'impact horrifique. Donc voilà, grosso modo, j'ai beaucoup aimé, la tension est au rendez-vous, et c'est tout ce que je demande, mine de rien, de la part d'un film alien. Et ce sera tout pour moi. Ciao ciao.